Globalement, vous présentez un outil qu'on peut utiliser dans l'univers professionnel pour garder une gestion de différentes modifications qu'on a effectuées sur notre code source pour concevoir notre programme, mais qu'on peut aussi utiliser à tous les jours pour n'importe quel document que l'on va vouloir avoir. Donc, je vais commencer déjà par un tour de table rapide, histoire d'avoir un petit peu vos impressions sur si vous connaissez un petit peu ce que c'est ou pas, pour savoir un petit peu comment je vais axer mon dialogue. La définition vraiment de ce que c'est un outil de gestion de version, pour quel usage, des exemples, expliquer les différences qu'il y a entre les deux types d'outils. C'est des outils qui sont centralisés et des outils qui sont dits décentralisés. C'est une conception légèrement différente. Les avantages de la gestion de la version décentralisée. Et donc là, on va arriver vraiment à la présentation de l'outil qui s'appelle Git. Comme on initialise un projet, donc là, ça va partir un petit peu comme avec Laurent, donc des lignes de commande techniques incompréhensibles. Mais on finira vers la fin au niveau du mode console ou graphique, où on peut quand même avoir des interfaces graphiques pour nous faciliter la tâche au niveau de l'utilisation de cet outil. Donc pour ce tour de table, je vais quand même commencer à me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexis Fengazov, je travaille chez Immersion pour le groupe Pixmania et je suis responsable d'une application là-bas en tant que Scrum Master. On va commencer par Thierry, tiens. Qui, quoi, que quoi? Globalement, qu'est-ce que tu connais sur les outils de gestion de version, globalement? Si tu sais ce que c'est, si tu as rien du tout. Que dalle, vraiment. Je sais que c'est, je connais le nom, oui, mais ça y est. Voilà. Est-ce que quelqu'un dans la salle connaît sait ce que c'est, peut mettre une définition vraiment dessus? Oui. Qui vous voulez? J'avais travaillé sous Windev, alors il y a une gestion des lignes de code, ça permet de savoir qui a tapé quelle ligne de code et à quelle date exactement. Effectivement, c'est en partie à ça. Ça sert à ça, ça sert aussi de garder un historique de toutes les lignes de code qui ont été tapées. Donc, ça peut être, je vais beaucoup parler de lignes de code, mais ça peut être transposer un document Word pour un roman ou n'importe quel autre fichier que vous pouvez avoir fait. D'ailleurs, dans Word, vous avez déjà un pseudo-système de gestion de version. Donc voilà, un outil de logiciel de gestion de version, ça va avant tout agir plutôt sur une arborescence de fichiers. Dans Word, on fait ça sur un seul fichier. Dans notre optique, c'est plus sur le système de fichiers qu'on va agir, et donc on va agir vraiment sur un ensemble de fichiers qui peuvent être du fichier code source ou binaire comme des images ou des exécutables. Il y a aussi un système de compression au niveau de l'outil qui va permettre de garder un peu de place, on en reviendra un peu plus tard, je m'avance un peu. Généralement, pourquoi on va utiliser ce genre d'outil? Quand on est 25 développeurs sur la même application, c'est un petit peu galère de dire moi j'ai modifié ce fichier-là en faisant ce truc-là, cet endroit-là pour faire ce truc-là. C'est super galère, donc on utilise ce genre d'outil de manière à centraliser toutes les modifications qui ont été effectuées et pouvoir identifier quelle modification a été effectuée par qui et quand. Quelle ligne de code il a tapé, on va dire pouvoir lui taper dessus si jamais il a fait de la merde, ou gentiment lui offrir une petite bière à la fin de la journée s'il a conduit un super algo. Ça permet aussi de voir à peu près quand on a fait des modifications au niveau du code. Il se peut qu'il y a 6 mois précédemment, j'ai conçu un petit algorithme. Cet algorithme-là, je l'ai effacé pour une raison quelconque, parce qu'on n'en avait plus besoin ou autre. Et là, j'en ai besoin. Je sais que je l'ai déjà codé, je vais pouvoir aller revoir dans l'historique des différents fichiers où est-ce que je l'ai mis, parce que j'ai bien mis mes commentaires comme il faut. Et oui, il y a pas mal de contraintes pour le faire. Donc, où est-ce que je l'ai mis, et le récupérer directement sans avoir à le repenser. Ça nous permet de gagner beaucoup de temps sur le développement de quelque chose qu'on a déjà fait. Des exemples de ce genre d'outils, donc j'en ai mis que 4, il y en a beaucoup plus, mais c'est vraiment globalement les plus connus. Donc il y a Git ou Baza qui sont des outils de gestion de version décentralisés, et CVS ou SVN qui sont, eux, par contre, centralisés. C'est vrai qu'on voit beaucoup des logiciels sur des miroirs SVN ou CVS, je crois. Oui.
C'est un dépôt de versionnement. Aussi en temps réel et voir que les personnes puissent suivre le développement, c'est très utile. Ouais. Voilà en gros la différence entre un outil de gestion centralisé et décentralisé. Globalement, vous avez votre dépôt principal. Donc là, je vais prendre SVN comme exemple, où vous avez vraiment votre serveur SVN qui est sur une machine et vous avez différentes personnes qui vont prendre une copie du dépôt et le stocker sur son poste en local pour pouvoir faire les traitements. Et ensuite, il va renvoyer les informations au dépôt maître. Si celui-ci tombe, donc si le serveur tombe ou quoi que ce soit, ben on ne peut plus rien faire. On va faire des modifications, mais on ne va pas pouvoir versionner et enregistrer au fur et à mesure, entre guillemets, sur le dépôt maître, les différentes modifications qu'on a effectuées. Donc on va potentiellement être en arrêt de travail, perdre pas mal de choses, c'est un peu la galère. Généralement, les dépôts SVN sont sur des serveurs suffisamment puissants et bien entretenus pour éviter ce genre de problème. La version décentralisée, c'est... en gros, nous avons quand même un pseudo-dépôt maître, mais sur lequel on va pouvoir faire des clones. On va vraiment cloner la version principale vers d'autres petites sous-versions qui se retrouvent elles-mêmes sous nos postes, qui peuvent elles-mêmes être clonées indéfiniment comme ça, sur lesquelles on va pouvoir faire un historique et committer. Le terme commit, je n'en ai pas parlé, c'est l'action de remettre toutes les modifications que l'on a fait sur notre poste en local sur le dépôt. Et on va pouvoir donc committer sur ce dépôt ici, et seulement après, committer sur le dépôt maître. Le gros avantage, c'est que si jamais cette branche-là n'existe plus et que cette branche-là n'existe plus, nous avons quand même la possibilité d'avoir ici un outil de gestion de version pour notre projet et de committer et d'historiser carrément nos modifications sur nos postes en local pour que lorsque la communication revienne avec les serveurs distants, on puisse lui renvoyer toutes les modifications qui ont été effectuées. Ça va? Ça arrive à suivre? Les gros avantages, c'est ce que je viens globalement de vous montrer. On n'est pas obligé d'être vraiment connecté au gestionnaire de version qui est distant pour pouvoir travailler. La plupart des opérations sont super rapides, tout se passe en local, donc il n'y a pas besoin d'avoir de problème de réseau ou trucs comme ça, d'accès, il n'y a aucun souci. Il y a une possibilité aussi, c'est de, comme ils disent, c'est noté, de participer à un projet. La plupart des projets open source sont généralement, pas tous, mais la plupart en tout cas, le kernel Linux est sous un dépôt décentralisé, permet donc d'avoir une personne qui va prendre le clone de ce projet, faire ses modifications, et ensuite on va pouvoir lui dire, effectivement, tu vas avoir un droit de commit a posteriori. Donc, sur le dépôt SVN par exemple, on est obligé de donner les accès de commit, donc les accès d'action de modification de données sur le dépôt, avant que la personne ait proposé ses modifications. Donc en gros, on lui ouvre la porte, on lui dit c'est bon, tu peux venir faire ce que tu veux chez moi, et puis après, il peut faire ce qu'il veut, et donc de la merde ou quelque chose de bien. Alors que là, on a la possibilité de lui dire, ben voilà, en gros, j'ai un schéma de chez moi, ça ressemble à ça, qu'est-ce que tu peux me faire? Il va pondre son algo, son truc, il va dire, ben moi je te propose ça, ok, ça m'intéresse, vas-y, tu peux committer. C'est une possibilité de restreindre l'accès. Ça, oui, ça permet aussi de pouvoir faire une copie du travail que l'on fait. On va faire nos modifications, nos historisations, tout ça sans gêner le travail des autres. Ce qui est très important aussi, c'est que lorsqu'on va committer sur un dépôt, généralement quand un autre développeur va vouloir committer, le problème c'est qu'il doit faire un update juste avant. Le fait de faire un update, c'est de reprendre toutes les modifications qui s'est trouvées sur le dépôt central et les rapatrier sur son code. Si moi je veux versionner les différentes étapes de mon évolution de mon programme, le problème c'est qu'il se peut que l'une de mes modifications va faire péter le code que l'autre est en train d'essayer de coder. En utilisant ce système-là, on n'est pas emmerdé à ce niveau-là. On peut très bien faire nos commits au fur et à mesure et on n'impacte pas gravement sur le dépôt et donc sur le travail des autres. Et donc voilà les deux
on est tranquille, puisqu'il y a plusieurs dépôts sources. Tant qu'il y a un dépôt qui existe, le dépôt est toujours visible. Il se peut que si le serveur tombe, du moment qu'il y a encore un clone du projet, elle en aura toujours. Donc ça c'est le manuel super rapide de Git. C'est-à-dire toutes les commandes que l'on va pouvoir effectuer qui sont généralement utilisées. Donc il y a l'ajout de fichiers, ce qu'on appelle donc le checkout qui correspond à l'action de ramener toutes les informations qui se trouvent sur le dépôt maître vers le client, le clone du répertoire en question qui nous permet donc de travailler parallèlement sur le dépôt, l'action de commit dont je vous disais qui permet donc de modifier d'ajouter les informations qui se trouvent sur notre dépôt local vers le dépôt distant. Le diff qui nous permet de vérifier, je ne vais pas toutes les faire, je vous rassure, qui nous permet de vérifier deux fichiers qui existent, le fichier, enfin les différences qu'il y a entre deux fichiers qui existent, un sur le dépôt et un sur la copie locale. Il se peut qu'on ait fait des modifications sur un fichier, on ait modifié 50 lignes, on ne se souvient plus exactement, on effectue donc une différence entre les deux fichiers, le fichier qui se trouve sur le master, donc le dépôt, et le fichier qui se trouve en local, et on regarde les différences pour pouvoir plus facilement mettre à jour le dépôt. Et donc d'autres commandes qui nous permettent d'initialiser le projet, de pousser les informations qu'on a modifiées sur notre dépôt local historisé vers le dépôt distant, et de réinitialiser les informations, de récupérer les informations du dépôt distant sur notre base, etc. Pour initialiser un projet, il n'y a rien de plus simple. On se met dans notre répertoire où on a nos différents fichiers, on initialise le tout, on ajoute, donc là le point correspond donc au répertoire courant dans le système Linux, on ajoute donc tout le répertoire et on commit. Si on veut éviter ces deux étapes-là, on peut carrément juste faire la troisième. C'est on commit tout et on s'en fait pas. La différence avec SVN, c'est que pour ceux qui ont déjà utilisé un outil comme SVN, c'est que les nommages peuvent être perturbants, puisqu'un checkout de Git ne correspond pas à un checkout de SVN. Le SVN checkout va nous permettre de récupérer donc, les informations qui se trouvent sur le dépôt maître vers notre poste en local, alors que le Git, le checkout, va nous faire un reset complet de notre dépôt en réinitialisant complètement, je veux dire, le projet par rapport à la version qui est locale. C'est légèrement différent. Et ça, c'est donc quelques équivalences par rapport au dépôt SVN, mais comme je me doute que vous ne devez pas avoir utilisé SVN souvent, on va passer rapidement. L'historique d'un dépôt Git, c'est globalement chaque point correspond à un commit qu'il a été fait sur une branche ou sur la version maître, puisque comme on a différents clones, les différents clones que l'on a, on les découpe en branches. Sur chaque branche, après, on va pouvoir faire des modifications sur un fichier, une autre personne va faire des modifications sur une autre branche, sur un autre fichier, et puis à un moment donné, on se dit, ce serait bien que ces deux modifications-là soient exactement sur le même dépôt. Parce que chaque branche correspond à une version globale d'un outil. Ici, nous avons, par exemple, modification dans le fichier A, et ici, nous avons des modifications dans le fichier B. Le problème, c'est que ici, les modifications dans le fichier A n'existent pas. Donc pour ça, on va merger les deux branches pour pouvoir récupérer les modifications de A et de B dans un seul et même dépôt. Ça permet de fusionner vraiment les deux fonctionnalités du projet qui ont été développées parallèlement. Il faut, quand on développe, si on imagine un code source, il faut quand même faut le faire d'une certaine façon pour que ce soit compatible avec ce système-là. D'une certaine façon, comment ça? Des modifications, rajouter un truc dans une fonction.
on modifie d'une façon ou d'une autre. Le merge, il fait quoi? C'est pas Le un merge, truc magique quand même. Le merge, il va prendre, si c'est globalement c'est un peu magique, c'est ça qui est bien, c'est qu'il va prendre toutes les modifications qui ont été effectuées par rapport à cette branche-là, et ils vont les reporter dans cette branche-là. S'il y a des conflits, ce qui peut arriver, c'est qu'une ligne ait été modifiée du côté A et du côté B. Voilà. C'est dans le même fichier, à la même ligne, il y a quelqu'un qui a modifié cette ligne-là. Là, l'outil lui-même, il ne peut pas savoir quelle modification prendre, en A ou la B. Si ça se trouve, les deux sont pertinentes et elles se complètent. Donc dans ces cas-là, c'est là où intervient l'humain, et on va regarder, il y a un conflit, parce qu'il y a des différentes lignes qui ont été modifiées. Donc comme il y a un conflit, l'être humain va regarder, ok, il me faut ça, ou il me faut ça, ou il me faut les deux. Dans ces cas-là, il fait le merge lui-même. Généralement, ça arrive assez rarement, parce que ça arrange quand même pour faire développer une fonctionnalité qui va impacter certains fichiers à une personne, une autre fonctionnalité qui va impacter un autre fichier, et ensuite on va tout merger. Ça arrive rarement, mais ça arrive. Donc pour savoir vraiment comment on va vraiment utiliser cet outil-là, on a deux manières, soit comme un gros bourrin en ligne de commande, soit avec trois interfaces graphiques ici qui existent, donc deux sous Linux et une sous Windows. Tortoise Git qui fonctionne plutôt bien.